Je présente en quelques mots Nicolas Querini, qui est donc docteur et agrégé de philosophie, qui est actuellement professeur au lycée, chargé de cours à l'université de Strasbourg. Il était postdoc, on dit postdoctorant, pardon, hein, postdoctorant, postdoc aussi ça marche, hein, à l'université de Louvain. Il a travaillé sur les concepts de Bildung, donc d'éducation, culture. Alors là, il y a plusieurs traductions aussi. Le concept de Bildung est riche, hein, et sur la notion de self-development chez Nietzsche et Mill. Sa thèse de doctorat, je m'arrêterai là, portait sur Platon, Pindare et Nietzsche. Elle fut publiée en 2023 chez Classique Garnier sous le titre De la connaissance de soi au devenir de soi, point, Platon, Pindare et Nietzsche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je crois que vous souhaitez. Alors, on va peut-être demander à chacun de. Oui, je vais faire un peu mon prof, j'ai des oui, voilà. textes, voilà. qu'on puisse y travailler aussi. C'est pas plus mal de pouvoir comme ça. À vous. Alors, j'en profite, je commence évidemment par remercier les organisateurs, Philippe Cabestan, m'avoir invité ici. Remercier aussi Claude Romano qui avait glissé mon nom apparemment au départ. Moi, je vais reprendre effectivement à bras-le-corps aussi cette question d'authenticité et vérité, puisque pour le coup, en Grèce ancienne, ça me paraît difficile de dissocier les deux concepts. Je vais en parler aussi par rapport à Socrate notamment, donc reprendre une figure assez classique au fond de la philosophie. Mais je pensais aussi par rapport à la discussion qu'on a eue juste avant, en fait, à un parallèle qui est aussi très grec, dans l'aitia, dans la cause, qui signifie à la fois en Grèce le fait d'être cause et d'être responsable de. On est aussi responsable que ce dont on est cause, et Platon s'en sert aussi pour dire que là où le Dieu ne cause pas, en fait, si le Dieu n'est pas la cause de tous les maux, il n'est pas responsable. Et en réalité, dans la République, Platon va finir par dire que finalement le Dieu est responsable d'assez peu de choses, puisque la plupart des maux sont des maux qui sont humains. Et à mon avis, ça dit quelque chose aussi de ce rapport grec aussi à la cause de sa propre vie, à l'examen de sa propre vie, au choix de sa propre vie, dont on est responsable que parce qu'on en fait le choix. Et effectivement, si les dieux sont responsables de la plupart des choses qui expliquent notre vie, comme le fait que Hélène soit partie de sa patrie pour aller à Troie, etc., elle n'est pas responsable en fait des maux qui en ont suivi, etc. Donc ça dit quelque chose d'assez important et qui en fait a une très longue tradition, qui est évidemment très important chez Platon, mais qu'on retrouve même dans la troisième ligne actuelle de Nietzsche, où Nietzsche nous dit qu'on a une vraie responsabilité devant l'existence, et donc il y a un choix de vie à faire existentielle qui, en fait, pour le coup, dont on porte une forme de responsabilité. Même dans une philosophie comme celle de Nietzsche, qui paraît quand même plutôt du côté du déterminisme, même si, encore une fois, c'est un mot que lui-même n'emploie pas pour se penser lui-même. Voilà, donc je réagissais simplement à ce qu'on avait dit aussi avant, pour entrer plus tranquillement donc, dans mon texte. Est-ce que vous avez pu avoir les exempliers? J'espère qu'il y en a assez pour tout le monde. J'ai dit une cinquantaine et j'ai sous-estimé. Alors j'en ai fait 52. Oui, donc il y a... Peut-être que vous pouvez avoir un texte pour deux. Oui, oui. Je cite pas mal de textes, c'est pour ça que je préfère que vous les ayez sous les yeux. Oui, sinon si ça peut être un peu oui. pénible et fatigant à écouter. Oui. Donc j'ai remercié les organisateurs. Moi aussi j'ai lu avec beaucoup de plaisir et d'intérêt le livre de Claude Romano sur la révolution, l'authenticité de Goethe à Nietzsche. Même si nous avons pu voir à l'occasion d'un colloque récent à Strasbourg que nous avons quand même quelques points de désaccord, surtout en fait sur les Grecs. Et donc je suis très content en fait d'être ici pour reprendre ces questions que je connais pour le coup moins que lui concernant l'authenticité. Alors j'ai souhaité ici, dans un souci pédagogique également, partir d'un problème simple, parce qu'on m'a demandé d'être assez pédagogue aussi, qu'on n'est pas devant un public d'universitaires philosophes tous chevronnés, c'est pas le cas de tout le monde, et donc de partir d'un problème simple qui pourrait presque faire penser à un cours de terminale, faut-il dire le vrai à tout prix? Et on pourrait en résumer ainsi l'enjeu très simplement. Faut-il dire la vérité à tout prix ou est-ce parfois en fait trop cher payé pour cet idéal qui serait abstrait, etc. La chose est bien connue, Socrate est mort de la philosophie, ou plutôt pour la philosophie, qu'il a choisi de ne pas abandonner alors même qu'il savait qu'il en irait de sa vie ce faisant. Sans doute même qu'il a d'une certaine manière forcé la main des Athéniens en ne leur laissant d'autre choix que de le tuer ou de le reconnaître comme Prytane, ainsi que l'a bien montré Paulin Ismar dans L'événement Socrate, un livre que je vous conseille si vous aimez l'histoire athénienne, et en particulier pour comprendre ce qui s'est passé lors de ce procès très célèbre en 399 et qui va conduire à la mort de Socrate.
La première peine proposée par les Athéniens à Socrate, accusé donc de corrompre la jeunesse, de ne pas reconnaître les dieux, vous savez ça par cœur, était la condamnation à mort. Et celui-ci pouvait alors proposer une contre-peine. Une contre-peine, mais à ce moment-là, les juges ne peuvent plus choisir que entre les deux peines qui sont proposées ainsi. S'il avait choisi l'exil, sans doute effectivement qu'on lui aurait accordé. Mais en proposant donc d'être entretenu aux Prytanée, Socrate les obligeait ainsi en fait à choisir entre un éloge immense, la reconnaissance de sa valeur auprès des Athéniens, et la première peine. Je vous rappelle que les Prytanée, en fait, c'est aussi ce qui est réservé pour les vainqueurs aux Jeux Pythiques, aux Jeux Olympiques, et donc c'est un éloge très grand. Le Prytanée, donc la résidence des Prytanes, c'était en effet le lieu où résidait le feu sacré de la cité, et où certains citoyens qui avaient mérité de la patrie étaient entretenus. C'est un honneur donc particulièrement grand, et en faisant donc cette contre-proposition, Socrate aurait ainsi forcé les Athéniens à le mettre à mort. La philosophie s'est ainsi constituée d'emblée comme mise à l'épreuve de soi dans le discours vrai, énoncé face à l'adversité, et devant une audience qui peut être hostile, ce qui ressort en tout cas de la manière dont Platon peint le portrait de Socrate. Foucault, qui va m'intéresser aussi, ressaisit ce geste à l'occasion de ses 2 derniers cours au Collège de France notamment, en donnant une place centrale au concept de parésia, donc la parole vraie, le franc-parler, peut-être parfois plus même qu'il n'en avait alors, mais sa perspective nous semble intéressante en ce qu'elle fait ressortir un élément capital de la philosophie ancienne, non seulement l'aspiration du discours au vrai, mais un discours qui doit faire en même temps la vérité sur soi, et nous amener véritablement vers soi. Que ce soit pour Socrate, qui reste fidèle à lui-même, mais aussi pour ses interlocuteurs qui sont éprouvés dans leur vérité, ou plutôt leur fausseté, à cette occasion. Donc, pour être tout à fait honnête, je pense que Foucault exagère un peu l'importance de la parésia dans certains textes où il va la chercher. Il en fait parfois un concept central, alors que le terme me semble parfois effectivement utilisé comme en passant, etc., sans toute la signification que lui accorde Foucault dans ces passages-là. Cela ne rend pas moins sa démarche intéressante pour une relecture des textes anciens au prisme de ce concept. Son entreprise, au moins lors de ces 2 derniers cours consacrés à cette notion, consiste alors à relire les textes anciens en faisant ressortir cet aspect particulier de la culture grecque notamment, qui signifie non seulement une exigence à dire la vérité, mais à mener une vie véritable. Alors, du coup, c'est devenu extrêmement célèbre. Évidemment, ça vient de Hadot, chez qui Foucault va chercher ça. L'idée que la philosophie serait non pas d'abord une conception théorique du monde, mais une manière de vivre. Et si vous allez aux États-Unis, vous verrez qu'il y a il y a même des chaires, etc., qui est sur philosophie as a way of life. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très important, évidemment, mais qui est aussi un peu très à la mode. Et d'ailleurs, je viens de voir qu'il y a un livre publié par un universitaire de Poitiers sur, cette nouvelle conception, etc. Et les critiques, en fait, les limites que l'on peut aussi donner à cet usage, en fait, qui est devenu la principale relecture, la principale façon de revenir aux anciens, comme si, en fait, la philosophie n'était quasiment plus que ça, plus qu'une manière de vivre, et non plus une conception du monde, ce qui peut aussi paraître évidemment exagéré si on tord trop le bâton dans l'autre sens. À la différence du discours de Machiavel, ou plutôt conseillé par Machiavel au prince, qui doit savoir user du lion mais aussi du renard, le philosophe platonicien se conduit devant le prince ou le tyran en toute authenticité, lui révélant par là même ce qu'il est lui-même. Je commence par reprendre quelques éléments tirés de mon livre, que a aimablement rappelé Philippe Cabestan, pour partir de ce que dit Platon. Et je dirais quelques mots de Pindare en passant, et j'en viendrai à la manière dont Foucault récupère ce terme de parésia pour en faire un concept central de relecture de l'Antiquité. Pour Platon, donc, la philosophie doit commencer par un acte de conversion, de retour sur soi, de retour du regard vers un soi que l'on doit regarder en toute transparence. C'est ce qu'on a évidemment au début du livre 7, dans la République, avant la caverne. Et qui va également, donc, parce que le soi, donc l'âme en l'occurrence, et l'intellect, le nous en particulier, serait le lieu de la découverte de la vérité, dans la mesure où celle-ci, incarnée par les formes intelligibles chez Platon, donc la vérité est présente dans l'âme. L'âme a contemplé les réalités intelligibles avant d'être incorporée, avant cette vie humaine qui nous compose d'âme et d'un corps. Mais ce qui, au départ, fait obstacle à cette conversion du regard, c'est évidemment que les
les hommes ignorent qu'ils ignorent, comme le soutiennent donc constamment les dialogues de Platon, en particulier l'apologie de Socrate. Tout le paradoxe de ce savoir dont la pitié fait de Socrate le détenteur, c'est à l'inverse la reconnaissance de l'ignorance. Je ne vais pas m'attarder très longtemps là-dessus parce que je pense que c'est des choses que tout le monde connaît assez bien, mais c'est un point de départ à mon avis important ici. On trouve dans le sophiste une définition précise de cette double ignorance qui caractérise au contraire si souvent les interlocuteurs de Socrate, et c'est le texte numéro 1, je pense. Je ne sais même pas si je les ai numérotés, mais le premier texte que vous avez. Il me semble en tout cas distinguer une forme spéciale d'ignorance, grande et difficile à saisir, et qui égale à elle seule toutes les autres. Celle qui nous fait croire que nous possédons le savoir, quand, en réalité, nous en sommes dépourvus. C'est bien de là, je crois, que viennent toutes les erreurs contre lesquelles trébuche notre pensée. Et je crois que le nom d'ignorance ne correspond qu'à cette absence de connaissance. Et je vous épargne le grec. Ce qui convient véritablement donc au nom d'ignorance, et donc celle qui s'ignore, à l'inverse de cette ignorance double et honteuse, il y en a une belle qui coïncide donc avec la reconnaissance de notre ignorance et doit nous conduire à la dépasser, puisque celle-ci est en fait une connaissance et nous met sur la voie d'autres connaissances. Du fait de la mission divine qui lui est confiée par la pitié, Socrate ne peut toutefois se contenter de se connaître lui-même, puisqu'il doit inciter les autres hommes à le faire de même. Les hommes que Socrate interroge sont doubles, donc là on a aussi une grosse différence par rapport à la question de l'authenticité qui est du côté de la simplicité en grec. Les hommes que Socrate interroge sont doubles, puisqu'ils passent pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire pour des savants. L'art de Socrate, qui conduit ainsi à une certaine connaissance de soi, consiste donc à les démasquer, à leur faire voir leur ignorance et ce qu'ils sont en réalité. Le tort des pseudo-savants, c'est d'avoir une ignorance non reconnue, donc une double ignorance. Ce qui fait qu'ils sont à la fois savants, au moins dans leur tête, et ignorants, alors que Socrate n'est qu'ignorant, ou pourrait-on dire qu'il n'est que savant, en ce qu'il est conscient de son ignorance. La connaissance de soi s'accompagne donc nécessairement dans un premier temps d'une certaine souffrance, d'une purgation de nos fausses opinions, mais encore de l'abandon d'une image flatteuse et fausse que l'on se faisait de soi. Il n'est donc pas étonnant que Socrate s'attire ainsi des inimitiés, qu'il soit accusé avec le soutien d'un certain nombre d'importants Athéniens. Et il faut bien voir ici que le premier stade ou le premier degré de la connaissance de soi est entièrement négatif. Il ne s'agit pas de se connaître comme tel ou tel, ayant telle ou telle qualité, mais simplement de ne pas se méconnaître en se prenant pour un autre, pour un savant par exemple, alors qu'on ne l'est pas. A l'inverse, donc, c'est encore une fois sa simplicité que Socrate finit par revendiquer. Ne serait-il pas préférable que je sois comme je suis, donc c'est le texte numéro 2, ou le deuxième texte, n'ayant ni leur savoir ni leur ignorance, plutôt que d'être comme eux, à la fois savant et ignorant. Et à moi-même comme à l'oracle, je répondis qu'il valait mieux être comme je suis. La simplicité, c'est Aploun, c'est aussi une qualité qu'a le Dieu, qui est toujours lui-même et rien que lui-même, qui n'est jamais altéré, qui n'est jamais autre que lui-même. C'est la définition du Dieu que vous avez au début de la République. Et évidemment, donc, le Dieu qui nous sert de modèle pour notre vie humaine, il s'agit d'imiter, de se transformer à l'image du divin. Et donc, au fond, là, dans ce rapport que l'on a à une existence vraie, c'est aussi un rapport à se simplifier. Ce que l'on retrouvera évidemment de manière encore plus marquée chez Plotin, puisque la sculpture de soi, pour ceux qui connaissent ce thème-là, il s'agit de se sculpter soi-même chez Plotin, c'est-à-dire qu'il s'agit de se rendre le plus simple possible. Ce n'est pas une sculpture où on ajoute, c'est une sculpture où en fait on défait tous les éléments qui sont superflus et excédentaires et qui nous permettent de ressembler au principe le plus haut chez Plotin, qui est évidemment l'un ou le bien. Et donc ce rapport effectivement à la vérité, qui est un rapport en même temps éthique, consiste à se simplifier soi-même à l'image du divin. Dans l'Hippias mineur, Socrate se demande de qui Homère fait vraiment l'éloge dans l'Iliade. Est-ce d'Achille, comme on le croit toujours, héros ardent, qui dit toujours ce qu'il pense, ou en réalité d'Ulysse, qui fait constamment et efficacement usage de ruses et de tromperies. La thèse de Socrate, c'est que pour pouvoir véritablement tromper, sans dire le vrai par mégarde et sans se tromper soi-même, il faut également connaître le vrai, et que cela donc suppose un certain art. En ce sens, Ulysse paraît paradoxalement meilleur qu'Achille, parce qu'il possède une puissance que celui-ci n'a pas, ce qui est évidemment paradoxal, puisque ce qui le rend meilleur, c'est le fait d'être capable de mentir et de tromper. C'est le texte de l'Hippias, que vous avez sous les yeux. Donc Hippias parle en disant dans ses vers, Homère manifeste le caractère de chacun de ces deux hommes,
Achille serait sincère et simple, aléthes tekai aplus, Ulysse, double et trompeur, polutropos tekai pseudes. Car c'est à Achille qu'il fait dire ces mots à Ulysse. Socrate répond, voilà que j'arrive peut-être à comprendre maintenant ce que tu veux dire. Hippias, tu définis celui qui est double comme trompeur, polutropon pseudelegais, me semble-t-il. Donc le tropos, que j'ai rendu ici par le caractère, signifie également en grec la direction, par exemple celle d'un conduit ou d'un canal. Ce qui explique ensuite que celui qui a plusieurs caractères, qui est polutropos, puisse se retourner et changer de direction, à la différence de celui qui est simple et toujours le même, à plus. Certains hommes sont simples, d'autres se tournent en beaucoup de sens, écrit Platon, parce qu'ils sont capables de tromper. Ils masquent ce qu'ils sont ou ce qu'ils savent, le vrai, et Ulysse est donc difficile à cerner parce qu'il est habile, et donc double, capable de dire vrai comme faux, capable de cacher son jeu, et ainsi qui il est vraiment. Au contraire, cet homme simple en apparence, même s'il y a tout un jeu sur l'ironie socratique évidemment, mais cet homme qui paraît simple au moment de l'apologie, qui est malhabile, qui connaît à peine le chemin de l'agora, comme il le dit dans le Théétète, c'est bien également donc, en un sens, le Socrate de l'apologie, qui dit toujours vrai, même si donc il faudrait peut-être tempérer ses caractéristiques en raison de l'ironie socratique. Rapprochant le grec aléthès, vérité, de ce qui est droit ou direct, eutus, Foucault dira à ce propos que la vérité s'incarne dans une forme d'existence droite. La droiture signifie une existence vraie, une forme de rectitude, qui dérive très directement du fait que la vérité est non dissimulée, aletheia, et qu'elle est sans multiplicité ni mélange. On dira donc tout naturellement qu'une conduite, une manière de faire son aletheia, dans la mesure où elles sont droites, conformes à la rectitude, conformes à ce qu'ils sont. Donc c'est dans le courage de la vérité, ce qui est évidemment le dernier cours de Michel Foucault, j'ai oublié de le préciser, page 202. C'est aussi cette droiture qui permet aux philosophes de ne pas se perdre sur le chemin qui mène dans la caverne à la vérité. La caverne de Platon manifeste certes notre condition, mais particulièrement la cité athénienne, pleine de faux semblants et d'illusions. Ce mythe donc signifie particulièrement la difficulté qu'a le philosophe de faire entendre sa parole dans un milieu qui lui est bien souvent hostile, à savoir la démocratie, puisque ce régime est par essence rétif à toute hiérarchie, selon Platon évidemment. Mais ça va être le cas aussi selon Foucault dans la lecture qu'il va faire de ces textes grecs. Tout logos, la démocratie, tout logos, toute parole, évidemment, se vaut, de sorte que c'est davantage la quantité de bruit qu'il faut écouter, puisqu'aucune parole ne saurait, semble-t-il, avoir de qualité particulière. La foule n'étant pas philosophe, rivée qu'elle est aux ombres de la vérité, ne peut entendre la parole vraie. Parce qu'il est philosophe, Socrate est donc nécessairement atopique, donc hors lieu, pas à sa place, dans la démocratie athénienne. Sa parole étant par essence donc inadéquate au lieu de sa réception. Et c'est ainsi que Paulin Ismar, donc je vous ai parlé au début dans l'événement Socrate, commente la question du tumulte démocratique, le torubos en grec, qui empêche le philosophe de s'exprimer dans l'apologie, ce qui est une façon platonicienne en réalité de marquer l'atopie de la parole socratique, qui n'est pas ici dans la démocratie athénienne, sans doute particulièrement dans les tribunaux où règne la parole sophistique dans son élément. Et donc je cite un peu longuement le texte de Paulin Ismar, vous l'avez aussi sous les yeux. La plaidoirie de Socrate s'adressait autant aux juges qu'à l'ensemble des spectateurs qui intervenaient d'une manière ou d'une autre dans les débats. L'écriture platonicienne souligne d'abord la pression qu'exerce le bruit des spectateurs sur la plaidoirie de Socrate. La mention dans le texte de l'Apologie des adresses de Socrate au public n'a rien d'innocent. Ce que condamne indirectement Platon n'est autre que le torubos, le tumulte, qui caractérise l'exercice de la parole dans les instances démocratiques et qui empêche Socrate de parler librement. Chez la plupart des orateurs de l'époque classique, le torubos est présenté comme un moyen de contrôle légitime de la part du peuple à l'égard des orateurs, dont la parole ne saurait s'épanouir hors de la pression constante de l'Assemblée populaire. En insistant sur ce tapage qui accompagnait la plaidoirie de Socrate, Platon met clairement en scène l'inadéquation de la parole philosophique à l'espace démocratique, et on ne s'étonnera pas que dans la cité des lois, le philosophe proscrive le torubos. Socrate confessait en effet d'emblée
Ne pas savoir parler comme il faut dans un tribunal. Ne pas être à sa place ici, effectivement, pour parler. Et donc, il dit, je vais parler à ma manière habituelle, simplement, etc. Il était alors décrit comme aussi maladroit que Thalès dans Théétète, ne sachant pas comment et combien se comporter dans un tel lieu. Thalès, dont je vous rappelle qu'il est tellement abîmé, tellement à la contemplation des astres et de la perfection astrale qu'il ne fait pas attention à ce qu'il y a devant lui et qui finit par tomber dans un trou. Et une servante Thrace, qui est un peuple reconnu pour être extrêmement matérialiste, très terre-à-terre, se moque de Thalès parce qu'elle ne comprend pas que la réalité à laquelle lui s'intéresse davantage est peut-être plus importante que celle qui est autour de lui. En tout cas, selon Thalès, évidemment. Platon n'est donc pas seulement un critique de la démocratie par ressentiment, comme on le dit parfois, parce qu'elle aurait tué son maître. Il la critique surtout parce qu'il a conscience que ce régime politique est par essence inadéquat et hostile à la figure du philosophe et que sa parole ne saurait s'y faire entendre. Selon Foucault également, donc dans aussi Le courage de la vérité, page 38-39, Foucault explique aussi que la parésia, c'est bien une attitude courageuse qui consiste à dire le vrai et alors, donc, elle n'a pas sa place dans la démocratie. Elle contraint. Pourquoi ? Parce qu'elle contraint le peuple à entendre une vérité qui lui déplaît et qui le blesse. Le peuple ne serait pas capable d'entendre la vérité. Paradoxe d'une cité, si vous voulez, où tout le monde peut parler librement, mais où cette parésia, cette parole franche, cette parole franchise, a été chassée. Une difficulté supplémentaire bien marquée par Platon dans les lois pour faire acte de parésia, de franc-parler, mais aussi de transparence à soi, c'est l'amour-propre, ce que Platon appelle la philotie, qui est inné... Non, pardon, c'est Aristote qui l'appelle la philotie, Platon ne forge pas encore le terme uni de philotie. C'est l'amour-propre qui est inné chez tout homme et qui est naturellement, dit Platon, excessif. Non pas donc qu'il faille supprimer tout amour-propre pour atteindre l'objectivité du vrai, selon Platon, mais relativiser cet amour-propre à notre valeur réelle, qui se mesure elle-même à mesure que l'on s'approche du vrai et du bien. Donc il y a potentiellement une forme d'amour de soi qui serait bénéfique et transparent, qui serait véritable, et qui est telle parce qu'elle est animée d'un amour du vrai et donc de la vérité sur soi. On peut penser ici à l'exemple célèbre chez Pindare du tyran Hiéron dans la deuxième Pitique, puisque c'est à Hiéron en effet que Pindare exprime les mots célèbres « deviens tel que tu as appris à te connaître »,« genoi ios esimaton », qui vont devenir très célèbres évidemment par Nietzsche, qui va dire « deviens ce que tu es ». Et comme Claude Romano, je remarque effectivement que cette phrase est partout, même vous avez des pubs pour rentrer dans l'armée qui vous disent « devenez ce que vous êtes ». En entrant dans l'armée, ce qui est peut-être un peu paradoxal, en tout cas par rapport à ce que ça a été historiquement, notamment chez Nietzsche. Et en fait, donc, le genoi, ici en l'occurrence, le premier verbe, signifie le plus souvent, en fait, au moment où écrit Pindare, la manifestation. Donc c'est « montre-toi tel que tu as appris à te connaître ». Évidemment, Nietzsche joue beaucoup dans sa reformulation, il supprime la dimension du matone à la fin, donc la dimension de la connaissance, pour mettre l'accent sur l'action, mais aussi il inscrit dans cet impératif dans son devenir, qui reprend Héraclite, évidemment. C'est évidemment une réinterprétation très forte en réalité, puisque chez Pindare, ça signifie sans doute simplement, donc montre-toi tel, manifeste, reste tel que tu t'es montré à l'occasion de cette victoire pitique, si cette victoire est bien pitique. Hiéron a montré son excellence à l'occasion des Jeux, il doit, maintenant qu'il a aussi une cité à administrer, maintenir cette même excellence et se montrer à la hauteur de ce qu'il a montré lors des Jeux. De la même façon donc que Socrate était le seul à voir la véritable nature d'Alcibiade, dans le dialogue éponyme de Platon, à ne pas le dire beau alors qu'il était encore laid, puisqu'il n'avait pas effectué sur lui-même un travail, Hiéron, donc le tyran, ne doit pas se trouver lui-même toujours beau, mais seulement dans la mesure où il le mérite. Seuls les enfants trouvent le singe toujours beau, écrit ainsi Pindare à la suite de son conseil. Je pense que je vous ai mis aussi la citation, Le singe semble beau à des enfants, toujours beau. Pitique 2. Hiéron ne doit donc pas singer sa nature, mais lui être fidèle. Sa véritable beauté, on a parlé de la fidélité donc à sa nature vraie, dans l'exigence d'authenticité, sa véritable beauté correspond à ce qu'il est devenu et à ce qu'il est susceptible d'être, non pas à ce qu'il était au départ. Il ne suffit pas donc d'être soi-même, il faut fournir un effort pour véritablement devenir soi et se maintenir donc à ce niveau d'exigence.
Foucault commente lui aussi un autre texte avec le même protagoniste, celui de Xénophon, qui s'appelle cette fois Hieron au paragraphe 1. Et je vous ai donné aussi le texte. Simonide, il fait l'éloge de la vie du tyran et adresse cet éloge à Hieron. Et Hieron, à chacune des raisons que Simonide avance pour chanter le bonheur et la félicité du tyran, répond par une plainte. Il se plaint de la dureté de la vie du tyran. Il y a un paragraphe consacré très précisément à la flatterie et à la parésia. Simonide félicite le tyran et lui dit « Ah, vous autres les tyrans, vous êtes bien heureux. Tous ceux qui vous entourent louent tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Quant au bruit le plus pénible à entendre, là on retrouve un Torubos, l'injure, pas supplémentaire, jamais ce bruit ne vient frapper vos oreilles, car personne ne se risque à blâmer un tyran en sa présence. » À quoi Hieron répond en se plaignant de sa situation de tyran et en expliquant combien c'est dur d'être tyran. Comment peux-tu penser qu'un tyran se réjouisse de n'entendre dire aucun mal de lui quand on sait pertinemment que ces gens silencieux se nourrissent contre lui ne nourrissent contre lui que de mauvais desseins? Et quel plaisir crois-tu que le tyran prenne à s'entendre louer quand il soupçonne que ses louanges ne sont jamais dictées que par la flatterie? Idéal de parésia du tyran lui-même. Danger évident de la flatterie qui nous éloigne de nous-mêmes et prévient toute forme de parésia. Il est plus difficile encore de se connaître soi-même, pour lui-même, parce qu'il n'y a pas que son amour-propre qui se dresse devant cette connaissance, il y a aussi les discours flatteurs de ses courtisans. Hieron ne se plaint pas que son métier soit particulièrement difficile, ou simplement que tout le monde veuille son pouvoir, même s'il y a de ça. Il se plaint surtout du manque de parésia de ceux qui l'entourent, ce qui lui rend la tâche difficile et impossible, le fait de se fier à qui que ce soit. C'est donc se dire vrai, ce franc-parler, cette parésia, auquel Foucault va donner une importance fondamentale à la fin de sa vie. Et je l'ai dit, sans doute que Foucault surinterprète par endroits l'importance ou la coïncidence du texte qu'il regarde avec le concept qu'il veut y voir. Il voit en fait de la parésia un peu partout. Et parfois il y a simplement le mot, parfois il n'y a pas le mot. Et parfois il y a simplement le mot et sans doute qu'il donne une importance conceptuelle, en fait, exagérée par rapport à l'usage qui en est fait dans le contexte, à mon avis. Il n'en reste pas moins que son approche donc, me paraît intéressante et permet donc de réévaluer ce concept d'antiquité, de relire un certain nombre de textes à l'aune de ce nouvel éclairage. Deux grandes façons de s'adresser au prince, donc. Soit on le fait comme Machiavel, sans souci de vérité, non pas tant comme les courtisans du prince qui disent toujours ce que le prince veut entendre et le flatte, mais dans le souci d'un conseiller tactique et politique qui veut l'aider à se maintenir au pouvoir. Soit l'idée d'un conseiller qui dit la vérité du prince ou du tyran sur lui-même. Et c'est l'exemple fameux que l'on trouve dans les lettres de Platon, où celui-ci voyage en Sicile pour s'entretenir avec le tyran Denis. Alors vous savez que l'authenticité de ces lettres est très contestée, en tout cas on a très peu d'assurance, on sait que certaines ne sont pas de Platon, et même celles qu'on a attribuées le plus longtemps à Platon, la lettre 7, en fait, il n'y a rien de certain. De toute façon, le corpus platonicien, malheureusement, c'est une remarque, mais fait Prado quand je suivais son cours pour la régression, et en fait, on a très peu d'assurance, au final, sur ce qui est vrai, effectivement, de Platon, et Luc Brisson, récemment, en remis en question la question de l'authenticité de l'Alcibiade lui-même, parce que effectivement, ça pourrait être un passage extrêmement bien fait, post-platonicien, qui serait un excellent résumé en fait, de la philosophie platonicienne. Il est très compliqué en fait, d'avoir une assurance nette sur l'ensemble des dialogues. Pour certains, c'est certain, pour d'autres, c'est quand même difficile. Pour les lettres, c'est vraiment particulièrement délicat. Où est-ce que j'en suis ? Donc, on a cet exemple dans les lettres de Platon. Platon voyage en Sicile, il veut s'entretenir avec Démis de Syracuse, qui est un tyran. Pourquoi, évidemment, c'est intéressant? Parce que Platon sait qu'il suffit qu'une cité soit gouvernée philosophiquement pour être une cité heureuse, que c'est la condition de la cité heureuse. Et donc, quand on a un tyran qui a les pleins pouvoirs et qui, a priori, s'intéresse à la philosophie, parce que Denis fait venir Platon, il s'intéresse à la philosophie, etc., si le philosophe arrive à convaincre un tyran, on aura une cité heureuse. Il suffit de convaincre une personne pour renverser effectivement ce schéma d'une mauvaise tyrannie en une monarchie philosophique. Évidemment, ça ne va pas se passer comme ça, comme vous le savez. Donc Platon va voir Denis, non pas pour lui dire tellement la vérité du politique, quel serait le meilleur gouvernement, pour lui donner des conseils pratiques, etc., mais pour le confronter en réalité. On imagine qu'il y va d'abord dans l'espoir de le rendre philosophe pour en faire un philosophe roi. Mais que Platon, au fond, y ait cru ou non,
Il y renonce, en tout cas très rapidement, pour lui dire qu'il ne gouverne pas bien et ainsi ce qu'il est. Il fait acte de parésia, selon Foucault, exprimant une vérité à Denis sur lui-même, lui disant qu'il n'est pas un bon gouvernant, lui révélant ainsi la vérité de son soi en même temps. Cela demande aussi, selon Foucault, un acte de transparence à soi, de ne pas cacher la vérité que l'on sait, quand bien même on devrait ou pourrait en mourir. Et on sait que Denis donc, ne va guère apprécier. En effet, il va vendre Platon comme esclave à la suite de l'échange. Il a même, à un moment, imaginé faire tuer Platon et il va y renoncer. Foucault dit alors que ce courage de la vérité peut prendre aussi, dans un certain nombre de cas, une forme maximale pour dire la vérité. Non seulement il faudra accepter de mettre en question la relation personnelle, amicale qu'on peut avoir avec celui avec qui l'on parle, mais il peut arriver même qu'on soit amené à risquer sa propre vie. Platon, lorsqu'il va voir Denis l'Ancien, je pense que vous avez le texte, ceci est raconté par Plutarque, lui dit un certain nombre de choses vraies et qui blessent tellement le tyran qu'il conçoit le projet, qu'il ne mettra d'ailleurs pas à exécution, donc de tuer Platon. Mais Platon, au fond, le savait et il a accepté ce risque. La parésia risque donc non seulement la relation établie entre celui qui parle et celui auquel est adressée la vérité, mais à la limite, elle risque l'existence même de celui qui parle, si du moins son interlocuteur a un pouvoir sur lui et s'il ne peut pas supporter la vérité qu'on lui dit. De la même façon, Socrate, qui n'a pas le droit de se dérober à cette tâche d'aller dire la vérité aux hommes, puisque cette tâche lui a été confiée par l'oracle de Delphes, et donc par Apollon, indirectement, non pas donc n'a pas cette tâche donc, de dire la vérité sur ce qui est, mais la vérité sur ce qu'ils sont à ses interlocuteurs, sur qui ils sont, sur ce qu'ils sont. Ce par quoi donc le dire vrai du parésiaste prend les risques de l'hostilité, de la guerre, de la haine et de la mort. On ne vous en veut pas, ou rarement, à mort, d'être en désaccord sur la nature de la réalité. On vous en veut en revanche si vous dévoilez à quelqu'un ce qu'il ne veut pas voir ou si vous ne brossez pas dans le sens du poil quelqu'un d'important. La parésia ne se pose pas donc la question des conséquences du dire vrai, ou plutôt celles-ci ne sont pas en balance avec la nécessité du dire vrai. Démosthène aurait dit ainsi, c'est Foucault qui le cite dans le Courage de la vérité également, « Je sais bien que, usant de cette franchise, j'ignore ce qui suivra pour moi de ces choses que je viens de dire. Il faut être capable de dire la vérité sans souci des conséquences, sans regard sur cet aspect, parce que la vérité vaut tout et que rien ne peut être mis en balance avec celle-ci. » Bien sûr, il y a un passage qui peut paraître étonnant de ce point de vue. C'est Socrate qui va pourtant mourir pour la philosophie, qui dit aussi qu'il n'a pas fait de politique pour cette raison dans l'apologie. Il n'a pas fait de politique plus tôt, parce que sinon, on l'aurait tué. Et du coup, il y aurait peut-être une forme de contradiction, voire une lâcheté ici. Socrate, qui accepterait de mourir à la fin, alors qu'il a passé 70 ans, aurait refusé de le faire avant, et donc aurait refusé de faire de la politique avant. Évidemment que non, s'il ne l'a pas fait, dit Socrate de Platon, c'est qu'il n'aurait alors pu remplir sa mission auprès du dieu de Delphes, qui lui a confié donc le soin de ses citoyens. Et en réalité, Socrate est selon lui le seul à faire véritablement de la politique parce qu'il se soucie du devenir des âmes de ses concitoyens, de sorte qu'il n'a en réalité jamais différé son activité. Mais c'est précisément ce souci qui l'aurait conduit à ne pas s'exprimer politiquement au tribunal, par exemple, devant la cité athénienne, avec le même franc-parler, parce que cela l'aurait conduit à la mort trop tôt et l'aurait empêché de remplir son rôle d'apporter du soin aux âmes des citoyens. Foucault écrit à ce propos, et là le texte est long, c'est pour ça que je voulais aussi donner. Ce courage, il n'est pas à employer sur une scène politique, où là, effectivement, cette mission ne pourrait être remplie. Ce courage de la vérité, il doit l'exercer sous la forme d'une parésia non politique. Une parésia qui se déroulera par l'épreuve de l'âme. Ce sera une parésia éthique. On voit bien dans l'Antiquité, en fait, la vérité n'est jamais dissociée, en fait, de l'éthique. On ne pense jamais la vérité sans l'éthique, et cette confusion est complètement assumée en philosophie ancienne. C'est qu'on voit, je crois, se dessiner ici une autre parésia qu'il ne faut pas exposer au danger de la politique. À la fois parce qu'elle a une toute autre forme, qu'elle est incompatible avec la tribune et les formes de rhétorique propres au discours politique, et parce que, d'autre part, elle risquerait d'être réduite au silence, qu'elle essaie de se manifester dans une démocratie ou dans une oligarchie.
le gouvernement de quelques-uns, des oligoi. Pour autant, cette parésia qu'il faut préserver du risque politique n'en est pas moins utile à la cité. Et c'est ce que répète inlassablement Socrate tout au long de l'apologie. En vous incitant à vous occuper de vous-même, c'est à la cité tout entière que je suis utile. Et si je protège ma vie, c'est précisément dans l'intérêt de la cité. C'est dans l'intérêt de la cité de protéger le discours vrai, la véridiction courageuse qui incite les citoyens de s'occuper d'eux-mêmes. Enfin, la philosophie comme véridiction courageuse, comme parésia non politique, moins pourtant dans un rapport essentiel avec l'utilité de la cité, va se déployer tout au long de ce qu'on pourrait appeler la grande chaîne des soucis et des sollicitudes. C'est parce que le Dieu se souciait des hommes qu'il a interpellé Socrate comme le plus savant des hommes. Le Dieu s'est soucié de Socrate et ne cesse de se soucier de lui, en lui faisant signe de ne pas faire telle ou telle chose. Et en réponse à ce souci des dieux et du Dieu, Socrate va se soucier de savoir ce que le Dieu a voulu dire. Avec un zèle qui est caractéristique de son souci, de l'épiméléia, vous savez que Foucault va lui donner une importance capitale à ce terme, il va essayer de vérifier ce que le Dieu a dit. C'est ce qui l'amène, en se souciant de lui-même, à se soucier des autres, mais à se soucier d'eux-mêmes, de leur phronésis, de l'aletheia, de leur psyché, de la raison, traduction possible, de leur prudence, dit Aristote, de la vérité et de l'âme. Foucault a donc finalement fait se rejoindre les deux objets qui l'ont intéressé prioritairement à la fin de sa vie concernant l'Antiquité, la parésia et le souci de soi, l'épimléia et autou. Pratiquer la parésia, c'est avoir le souci de son âme et la rendre meilleure par la même occasion. Le vrai n'est jamais indépendant du bien et du beau. Viser le vrai, c'est avoir le souci d'une existence bonne et cette intention dans la parole, mais encore et surtout le fait de la réaliser nous transforme véritablement. Il n'y a pas ici de parole en l'air. L'orientation de celle-ci dit notre caractère philosophe. Or, loin d'être une théorie abstraite du monde, la théoria grecque, la contemplation au sens grec, est immédiatement une transformation de soi par soi. De sorte que chercher la vérité et la dire rejaillit inévitablement sur nous-mêmes en retour. Et c'est vraiment la grande distinction, si vous voulez, entre la philosophie ancienne, ce que Foucault, et ça on peut être plus critique dans l'herméneutique du sujet, appelle la spiritualité, en fait, faisant suite à Hadot, qui parle d'exercice spirituel, qui est en fait véritablement un vocabulaire qui vient de la mystique chrétienne, en fait, et qu'il retranspose pour repenser ce qui se passe dans l'Antiquité, dans ce mouvement d'ascésis, donc d'exercice et d'éros pour aller vers la vérité. Il y aura un travail sur soi, et Foucault appelle ça, donc, de cette façon, il appelle ça la spiritualité, mais c'est un terme qui peut être un peu problématique pour parler de Platon, en tout cas qu'il n'emploie pas lui-même comme tel pour penser ça. Mais en tout cas, c'est vraiment cette grande différence que l'on a entre la philosophie ancienne et la philosophie moderne, où chez Descartes, tout individu, en fait, tout sujet a le moyen d'accéder au vrai pourvu qu'il y ait une bonne méthode, immédiatement, alors que dans la philosophie ancienne, l'accès à la vérité suppose un travail sur soi, une transformation de soi. Au premier moment, on ne peut pas accéder à la vérité d'emblée, donc ça suppose un long itinéraire, ça sera un moment d'ascésis, un moment de travail sur soi, d'ascèse, etc., pour pouvoir un jour avoir ce que les mystères, la religion des mystères appelle l'époptéia, donc la révélation du beau, la révélation de la vérité, et ça suppose un itinéraire très long. Et ensuite, cette révélation, en nouveau, un effet de retour sur soi, elle nous transforme à nouveau, elle accomplit la transformation de soi au moment où on accède effectivement à la vérité. Et donc là, on a quelque chose qui est un dispositif qui est évidemment très différent de ce que l'on a avec la modernité cartésienne. En conclusion, ici, je voulais dire que nous ne sommes pas en fait dans le contexte de Kant, où on doit se sentir obligé de dire la vérité en toutes circonstances pour être tenu pour des sujets moraux, en vertu de l'impératif catégorique, etc. Il s'agit plutôt ici d'une éthique qui est appelée par la vérité même, une forme de vie droite et véritable, et qui nous conduit à être nous-mêmes et à prendre soin de nous-mêmes. Foucault pense le souci de soi non pas véritablement comme une injonction, mais comme un appel. Il fait une tentative d'étymologie intéressante dans le Courage de la vérité, page 110-111. Et en fait, on n'a pas de certitude à ce sujet. Donc, si vous consultez le Chantraine, le dictionnaire des racines grecques, on n'a pas de certitude par rapport à la racine de l'épiméléia, donc le souci de soi, la Alcibiade, ce que Foucault traduit par souci de soi, qui est en fait le soin de soi. Il insiste sur la dimension existentielle aussi ici, en disant souci de soi.
Et donc Foucault cherche à le rapprocher du terme mélos, le chant. Et cela signifierait alors quelque chose, ce souci de soi, comme quelque chose comme ça me chante, de sorte que ce serait une forme d'appel sous la forme d'une liberté plutôt que d'un devoir, une injonction absolument morale à proprement parler. Ça me chante de prendre soin de moi-même, de m'occuper de moi, etc., de devenir qui je suis. Et Foucault écrit, on peut très bien concevoir un ça me chante qui se réfère à quelque chose qu'on a dans la tête, qui nous vient dans la tête, qui vous reste dans la tête, qui vous obsède jusqu'à un certain point et qui vous chante, mais sous la forme d'un ordre, d'une injonction, d'un devoir à accomplir. Donc là, on retrouve cette idée d'injonction morale, mais qui ne doit pas être comprise comme un impératif de type kantien. Il part de son intuition à son ami Paul Venn, qui est évidemment un grand historien de l'Antiquité, et qui lui confirme que cela fait tout à fait sens. Et Paul Venn ajoute, je vous ai donné le texte, on pourrait même peut-être faire valoir que le mélos, c'est le chant d'appel. C'est le chant, par exemple, du berger qui rappelle son troupeau ou appelle d'autres bergers. C'est le chant signal. Et par conséquent, le méloïmoi voudrait dire quelque chose comme, non pas exactement « ça me chante dans la tête », mais « ça me chante dans la mesure où ça m'appelle, où ça me convoque ». Je suis convoqué à moi-même. Et donc, responsabilité vis-à-vis de mon existence, etc. L'existence n'est pas quelque chose d'anodin, et donc j'ai une forme de responsabilité vis-à-vis de mon existence et à me soucier de la manière dont je vis. S'il faut savoir dire la vérité à tout prix, c'est donc pas tant un devoir moral qu'une exigence éthique, une manière de vivre et de manifester la vérité par la manière dont on vit, et ce, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas le rôle du politique que de faire cela, mais celui du philosophe, qui est bien le personnage qui sauve la vérité, et ainsi la cité. C'est ainsi que le travail de Foucault, réalisé lors de ses 2 derniers cours au Collège de France, donc, rencontre celui effectué l'année précédente, un cours publié sous le titre « L'herméneutique du sujet », et bien sûr dans le chapitre de la culture de soi, dans son histoire de la sexualité. L'herméneutique du sujet, qui prenait pour objet principal la connaissance de soi, et plus encore le soin de soi, epimeleia et autou, se réalise finalement dans une dimension de véridiction, où il s'agit de connaître et de dire la vérité sur soi, de se présenter en toute vérité, simplicité, ce que l'on peut déjà nommer en toute authenticité. La philosophie platonicienne inaugure de ce point de vue, ou du moins se revendique pleinement, comme présence pleine et entière à soi et manifestation de la vérité de ce que l'on est, tandis que la sophistique est plus retorse et joue sur les illusions. Finalement, dire vrai suppose, selon Platon, et c'est le point sur lequel insiste Foucault, de connaître la vérité sur soi et d'être dans un pur rapport de vérité à soi, mais c'est aussi en retour, par ce discours de vérité, que l'on prend soin de soi et que l'on se réalise soi-même. Et je vous remercie.